présenter nos invités. Dans l'ordre, je propose que chacune intervient 15 à 20 minutes et après qu'on ait un peu de temps de discussion. Je vais commencer. Je compte vous proposer finalement une approche marxiste du cheminement économique suivi par la Chine actuellement, et notamment la bulle immobilière qui s'est formée ces dernières années, même si on a pensé qu'elle avait commencé à éclater l'année dernière. Ma présentation se composera de 3 parties. Dans un premier temps, je vous présenterai la bulle immobilière, ensuite les raisons apparentes du gonflement de cette bulle, avant de venir finalement aux raisons plus profondes liées aux difficultés de l'appareil productif que j'ai longuement étudié ces dernières années. Au début de la bulle immobilière chinoise, on observe que le secteur immobilier est en pleine effervescence, qu'aujourd'hui, entre 2004 et 2011, les prix d'immobilier ont doublé dans les 35 plus grandes villes chinoises. On observe ici à Pékin, Shenzhen, Shanghai et Guangzhou, donc les plus grandes villes de la côte, que les prix ont même été multipliés par 3. On a observé un léger ralentissement, donc une baisse des prix au dernier trimestre 2011 et au premier trimestre 2012, mais aujourd'hui on est reparti de plus belle au niveau des prix de l'immobilier. Ensuite, au niveau de l'investissement, on observe aussi qu'on a une part croissante de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, l'investissement immobilier correspond à 34% de la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire de l'ensemble de l'investissement effectué en Chine, contre seulement 22% en 2004. On peut se demander si aujourd'hui nous sommes réellement face à une bulle en Chine. Est-ce que cet essor du secteur immobilier est lié aux fondamentaux de l'économie et lié à la valeur fondamentale des prix de l'immobilier? Certains économistes vont vous dire finalement que cet essor des prix de l'immobilier est directement lié à la croissance chinoise, donc on n'est pas réellement face à une bulle qui serait susceptible d'éclater. C'est que cet essor de l'immobilier est concentré dans les villes côtières connaissant la plus forte croissance économique. Et surtout en Chine, on a une forte vitesse de l'urbanisation, une vitesse très très élevée. Aujourd'hui, la Chine est composée de 47% de population implantée dans les villes, contre seulement 20% en 1980. Et la population urbaine, en pourcentage de la population chinoise, risque d'atteindre à ce niveau-là le niveau américain en 2050. Donc 80% de la population chinoise pourrait se concentrer dans les villes en 2050. Ensuite, on a une forte hausse des revenus réels urbains. Donc on a environ officiellement 15% par an de hausse des revenus réels urbains qui vont finalement élever fortement la demande de biens immobiliers et finalement pousser à la hausse les prix immobiliers. Et ce d'autant plus que depuis la décennie 90, le gouvernement va faciliter l'accès à l'immobilier aux ménages chinois. Donc tout cela fait finalement que cet essor de l'immobilier, cet essor du secteur, pourrait être directement lié à la croissance et on ne serait pas face à une bulle. L'augmentation des prix serait liée à la valeur fondamentale des biens. Donc ce que je voudrais vous montrer ici, c'est finalement on est vraiment face à une bulle. C'est qu'on a certains indicateurs qui montrent que l'évolution des prix est complètement déconnectée des biens, de la valeur fondamentale des biens. Notamment, on a un indicateur pour distinguer une bulle immobilière, c'est le ratio prix d'immobilier sur revenu annuel des ménages. Donc on a tiré des leçons des bulles immobilières précédentes, notamment au Japon, la bulle qui a éclaté en 90, en Corée en 97, et ensuite on a une bulle immobilière qui est repartie dans la décennie 2000, aux États-Unis et en Espagne plus récemment. Et avec tous ces pays, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait une bulle immobilière lorsque le ratio prix de l'immobilier sur revenu des ménages était supérieur à 4. En fait, à la veille de l'éclatement de la crise des subprimes, donc en 2008, on avait un ratio prix d'immobilier sur revenu annuel des ménages qui était de 8 aux États-Unis. Or, aujourd'hui, en moyenne, on a un ratio de 8,5 dans les villes chinoises, qui est même supérieur à 15 pour les villes côtières. Finalement, cela va poser des problèmes en Chine, notamment parce que cet accès à la propriété va pousser les ménages à épargner de plus en plus. Le taux d'épargne des ménages est très très élevé aujourd'hui en Chine, ils vont épargner 30% de leurs revenus, et une part de cette épargne est justifiée par la nécessité par la volonté d'accéder à un bien immobilier et donc de mettre de l'argent de côté pour accéder à ce bien. Et cela va poser des problèmes dans un pays où la consommation est très très faible. On a une consommation qui correspond qu'à 37% du PIB, contre 60% dans un pays émergent comme le Brésil ou 70% dans les pays développés. 37% c'est très très faible. On verra que ça pose des problèmes au niveau de l'appareil productif. Donc c'est un des soucis finalement du gonflement des prix de l'immobilier qui montre clairement qu'on est face à une bulle. L'autre point important qui montre que nous sommes face à une bulle, c'est les prêts bancaires en constante augmentation. Aujourd'hui, entre 2004 et 2010, les prêts bancaires ont augmenté de 146%. Ils vont correspondre à 150% du PIB en 2010. On n'a pas encore les chiffres pour 2011. Donc on pense que ça a légèrement diminué, mais on a quand même des prêts bancaires qui sont très très importants dans l'économie
l'économie chinoise. Et les prêts immobiliers aux ménages ont été multipliés par 19 entre 1999 et 2010 pour correspondre à 17% du total en 2010 contre 5% en 1999. Donc finalement, on s'aperçoit que comme aux États-Unis, donc à la veille de la crise des subprimes, ou au Japon, dans la décennie 1980, on a des prêts bancaires qui atteignent un niveau très très élevé. Là, on a vraiment l'équivalent de ce qui était observé aux États-Unis, donc récemment, avec des prêts bancaires qui correspondent à 150% du PIB. Et surtout, ce qui est important dans les prêts bancaires, c'est que ces prêts bancaires ne sont pas tant accordés aux ménages qu'aux gouvernements locaux. Aujourd'hui, donc 75% des prêts bancaires officiels, donc du système bancaire officiel, sont orientés vers des organismes publics, donc vers des entreprises d'État ou vers des collectivités locales. Et finalement, les collectivités locales vont profiter de ces prêts pour stimuler le secteur lié à la construction non résidentielle. Donc, plus de 50% de l'investissement des collectivités locales en fait, est orienté vers l'immobilier non résidentiel. Donc, l'immobilier non résidentiel, qu'est-ce que c'est? C'est les centres commerciaux, les aéroports, les bureaux. Et donc, les collectivités locales vont participer à ça. Et là, on peut penser qu'on est face à une bulle, c'est que finalement, vous avez sûrement dû entendre parler des constructions non indispensables qui sont aujourd'hui réalisées en Chine. C'est qu'on pense par exemple construire dans les 5 prochaines années 45 nouveaux aéroports, alors que les derniers aéroports qui ont été construits en Chine sont largement sous-utilisés. Donc de même, on a des millions de mètres carrés de surface qui ne sont pas utilisés donc, au niveau des bureaux. Donc finalement, on est clairement face à une bulle dans le sens où en fait les collectivités locales vont pousser des investissements dans l'immobilier qui ne sont pas forcément utilisés donc, par les entreprises ou par les ménages. Donc pourquoi finalement tout ça? Donc on va revenir finalement aux raisons apparentes de la bulle. Donc vous voyez donc, au niveau des prêts bancaires, donc, la manière dont ça a pu augmenter ces dernières années. Hein, et on observe, donc après j'essayais de vous expliquer ça, c'est qu'à partir de 2005, on a une forte hausse donc, qui va s'accentuer, donc même en période de crise économique internationale. Donc les raisons apparentes du gonflement de la bulle. Donc la première raison, ce que je vous disais, c'est que les autorités locales sont très impliquées dans le gonflement de cette bulle. Notamment parce que la propriété de la terre aujourd'hui donc, appartient toujours à l'État et aux collectivités locales, donc ce qui va faire que les terrains sont fournis à des promoteurs immobiliers pour réaliser leurs investissements ou utilisés directement par les collectivités locales pour investir elles-mêmes sur ces terrains. Donc, ce qui va expliquer les réquisitions croissantes de terres, dont on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, et les expulsions massives de paysans donc, qui sont observées donc, dans toute la Chine. Parce qu'aujourd'hui, les autorités locales vont utiliser ces terrains, vont utiliser ces terres donc, pour investir donc, dans l'immobilier, dans la construction, et parce que ces investissements donc, vont constituer des sources essentielles de revenus. Donc pour des autorités locales dont le déficit budgétaire est déjà à 6% du PIB, une dette à 27% du PIB, donc on a des autorités locales qui sont largement endettées et donc qui ont un fort déficit budgétaire, et pour finalement avoir des revenus, des revenus conséquents, on va avoir des investissements massifs dans l'immobilier. Aujourd'hui on considère que les transferts de terres et les revenus en provenance de la sphère immobilière correspondent à 50% des revenus des autorités locales. Donc finalement, on s'aperçoit que le gonflement de la bulle est indispensable pour assurer des revenus aux autorités locales, ce qui va expliquer que finalement, toutes les tentatives de gouvernement central pour limiter le gonflement de la bulle ne vont pas forcément être très efficaces parce qu'elles vont être contredites par l'action des autorités locales qui ont tout intérêt à continuer à faire gonfler la bulle, qu'une partie importante de leurs revenus provient finalement de la sphère immobilière. Donc là, c'est la première raison finalement du gonflement de cette bulle. Donc la deuxième raison, ce serait le rôle des capitaux étrangers. Donc le rôle des capitaux étrangers donc, impliqués dans une stratégie carry trade, notamment donc, depuis la crise économique internationale de 2008. Donc aujourd'hui, sur les 250 milliards de dollars de capitaux qui sont rentrés en Chine en 2011, donc on estime qu'on a une part très importante des flux de hot money, c'est-à-dire des capitaux étrangers qui veulent rentrer dans le pays pour pouvoir profiter de l'appréciation du change, donc pour pouvoir finalement réaliser une plus-value en sortant du pays. Donc grâce à l'appréciation du change, aujourd'hui, depuis 2005, le yuan s'est apprécié de 45% vis-à-vis du dollar, donc ça paraît intéressant de placer son argent pour pouvoir le ressortir avec une plus-value après. Et les estimations de flux de hot money aujourd'hui fluctuent entre 35,5 milliards et 160 milliards. Donc on voit que c'est extrêmement dur de calculer quels sont les flux spéculatifs qui sont entrés aujourd'hui en Chine. Pourquoi? Officiellement, le gouvernement évalue les flux de hot money à 35,5 milliards. Officieusement, les économistes chinois les évaluent à 160 milliards parce qu'on a des analyses qui sont faites au niveau des entreprises et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une surévaluation des investissements directs étrangers pour masquer des flux de capitaux spéculatifs.
En fait, c'est des investissements directs étrangers vont être considérés comme des investissements directs étrangers, comme des entreprises qui s'installent en Chine ou qui réalisent des investissements. Or, une grosse partie donc, est liée à de la hot money, donc des capitaux qui vont rentrer dans le pays pour pouvoir sortir très rapidement par la suite. De même, on a une surévaluation des importations et on a la présence d'un marché parallèle de la monnaie, donc des flux invisibles de capitaux qui vont rentrer dans le pays justement pour profiter de ce différentiel de change, enfin de l'appréciation de la monnaie. Donc ça va avoir des effets sur le gonflement de la bulle immobilière. Pourquoi ces flux de hot money? C'est qu'aujourd'hui, on considère qu'on a 1500 milliards de dollars de hot money qui sont présents dans le pays et qui vont prendre la forme de dépôts bancaires qui vont ensuite servir à simuler le crédit dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est un peu ce qui a été observé avant la crise de 97 dans les pays asiatiques. Donc on voit qu'on a des capitaux étrangers spéculatifs qui prennent une part majeure dans la bulle immobilière, notamment sous la forme des dépôts bancaires qui vont servir à simuler le crédit. Mais on a également les investissements directs étrangers qui sont directement impliqués pour le coup dans la bulle immobilière. Aujourd'hui, on considère que 25% des investissements directs étrangers se font dans l'immobilier, contre seulement 10% en 2001. Donc je vous mets que rien qu'entre 2009 et 2010, les IDE dans l'immobilier ont augmenté de 48%, contre une hausse seulement de 11% pour l'ensemble des IDE. Et aujourd'hui, les investissements étrangers, donc les directs étrangers, vont représenter 15% de l'immobilier chinois. Donc on voit qu'on a une part majeure finalement des investissements étrangers dans le gonflement de la bulle. C'est une évolution paradoxale, vous me direz. Dans un pays qui bénéficie d'un appareil productif aussi compétitif, donc on parle souvent des exportations chinoises, du fait que les entreprises étrangères s'installent sur le territoire pour profiter d'une main-d'œuvre bon marché. Or, finalement, on se rend compte que de plus en plus d'investisseurs étrangers vont préférer s'orienter vers un secteur spéculatif comme la bulle immobilière. Donc vous voyez, même si aujourd'hui ça reste encore mineur par rapport à l'ensemble des IDE, on s'aperçoit qu'on a quand même une part croissante des IDE effectuées dans l'immobilier. Donc c'est là que je voudrais en venir à faire le lien avec les difficultés de l'appareil productif, vous montrer que le gonflement de cette bulle immobilière, de ce secteur spéculatif, va être directement lié aux difficultés rencontrées par l'industrie chinoise, que j'ai longuement étudié jusque-là. Notamment aujourd'hui, en Chine, on a un développement des capacités de production oisives depuis la décennie 1980. Donc j'ai expliqué ça par le rôle des pouvoirs publics dans le maintien d'un fort taux d'investissement. C'est qu'aujourd'hui, depuis la décennie 80, on a une multiplication des investissements sur le territoire chinois, notamment dans la décennie 90, les autorités locales multiplient les investissements dans l'appareil productif, par le biais des entreprises d'État, des entreprises de bourgs et de villages, pour maintenir leur influence, pour éviter les tensions sociales au sein de leur territoire. Par ailleurs, on a un certain protectionnisme aujourd'hui intérieur en Chine, c'est-à-dire que les provinces sont souvent fermées les unes aux autres, ce qui va impliquer que les entreprises privées, pour s'installer dans une province, pour accéder à un marché, sont obligées de s'implanter dans différentes provinces. Ce qui va expliquer qu'aujourd'hui, on a 100 constructeurs d'automobiles dans toute la Chine, c'est extrêmement massif, et ça va provoquer des capacités de production oisives, parce que ces différentes entreprises ne vont pas pouvoir utiliser à leur pleine capacité tous les biens d'équipement. Aujourd'hui, clairement, en Chine, on a une déconnexion entre l'investissement et la consommation. Même si les exportations correspondent déjà à un tiers de la production, ce n'est pas suffisant pour absorber l'ensemble de la production. Aujourd'hui, l'investissement correspond à peu près à 48% du PIB et la consommation à 37% du PIB. On voit cette forte déconnexion qui va engendrer des capacités de production oisives supérieures à 50% dans plusieurs secteurs, dans de nombreux secteurs, notamment liés aux biens de consommation. Et c'est-à-dire que les biens d'équipement ne sont pas utilisés à leur pleine capacité. Et donc ça va peser sur la rentabilité de l'appareil productif. Mais là où j'aimerais en venir finalement, à la pression exercée sur la rentabilité de l'appareil productif, c'est finalement en revenir à la thèse de Marx développée dans le livre 3 du Capital. C'est qu'aujourd'hui, la baisse du taux de profit qui est observée dans l'appareil productif n'est pas tant liée au phénomène de surproduction qu'au fait qu'on a un phénomène de suraccumulation qui va peser sur le taux de profit tel qu'il était étudié par Karl Marx dans le livre 3 du Capital. Karl Marx dans le livre 3 montrait qu'on avait une production de biens qui se faisait dans l'appareil productif avec de plus en plus de travail mort au détriment du travail vivant. C'est-à-dire, selon Marx, que le travail mort, c'est les biens d'équipement, c'est tout ce qui ne va pas produire de plus-value en tant que tel. On va utiliser de plus en plus de biens d'équipement, de machines, au détriment du travail, et cela va peser sur la rentabilité, sur le taux de profit, parce que seul le travail, selon Marx, est censé produire de la valeur. Ça va poser un problème,
donc, parce qu'on va avoir une baisse du taux de profit donc, engendrée donc, par cette hausse de la composition organique du capital donc, évoquée par Marx. Et aujourd'hui en Chine, j'ai montré qu'on a une baisse du taux de profit qui peut directement être expliquée par le même phénomène que chez Marx. C'est qu'on a une baisse de la productivité du capital, c'est qu'on va utiliser de plus en plus de machines, mais ces machines vont produire de moins en moins de plus-value, de moins en moins de richesse. Et aujourd'hui, clairement, on observe une productivité du capital qui a chuté de moitié entre 1990 et 2009. Donc ça a chuté de moitié, et ça ne va pas être compensé par la hausse de la productivité du travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à redresser le taux de profit donc, par une hausse du taux d'exploitation. Et cela, finalement, c'est une évolution inhérente au processus d'accumulation. Donc là, je vous montre l'évolution du taux de profit donc, que j'ai calculé donc, pour la Chine. Donc vous observez clairement qu'on a quand même un problème depuis la décennie 90. Mais là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on a réussi à trouver une contre-tendance qui n'était pas forcément évoquée dans le livre 3 du Capital, mais qui va être étudiée par Grossman donc en 1929, donc un économiste marxiste, donc, qui va expliquer que durant la décennie 1920, on a un gonflement des bulles financières et immobilières donc, aux États-Unis du fait de la baisse du taux de profit rencontré dans l'appareil productif. C'est qu'afin de trouver de nouvelles opportunités d'investissement sur le court terme, en fait, les investisseurs vont préférer s'orienter vers des bulles spéculatives comme l'immobilier et la finance plutôt que d'investir dans l'appareil productif. Et donc, en même temps, ça va être positif parce que ça va permettre un ralentissement du processus d'accumulation. C'est que finalement, l'appareil productif va un peu moins se développer, donc ça va un peu moins peser sur la productivité du capital et sur la baisse du taux de profit. Et donc, ça va permettre de limiter un certain temps la baisse du taux de profit. Mais finalement, donc on verra notamment dans le cas de la Chine, ça peut être une évolution dangereuse parce qu'on n'a aucune plus-value qui est réellement créée. On est clairement dans la spéculation et lors de l'éclatement de la bulle, on se rend compte qu'on n'a pas de plus-value suffisante qui a été créée pour faire face au gonflement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a une application au cas chinois donc, de la thèse de Grossman? En fait, on retrouve l'analyse que je viens de vous dire chez l'économiste libéral chinois Yu Yongding, en fait, qui montre que les problèmes de rentabilité dans l'appareil productif expliquent qu'on a un développement du secteur spéculatif aujourd'hui en Chine, donc dans l'immobilier et un petit peu dans la finance. Et donc ça va expliquer que 32% du plan de relance de 2008, dont on a beaucoup parlé, vont être orientés vers l'immobilier. Et l'année dernière encore, le gouvernement chinois reprochait aux grosses entreprises d'État de se détourner progressivement de leur métier de base pour investir dans l'immobilier. C'est qu'on avait des grosses entreprises d'État qui préféraient finalement investir dans l'immobilier plutôt que de développer un appareil productif qui apparaissait de moins en moins rentable. Donc finalement, on retrouve l'application de la thèse de Grossman au cas chinois. Donc en conclusion, j'aimerais en revenir donc, sur les dangers à venir. Qu'est-ce que ça va poser comme problème, ça c'est qu'on risque évidemment d'avoir une crise d'endettement liée à l'éclatement de la bulle immobilière. On a l'exemple de la ville de Wenzhou, vous en avez peut-être entendu parler. C'est que l'année dernière, donc, on a une ville du sud-est de la Chine qui a connu un éclatement de sa bulle immobilière. Or, les entreprises qui étaient situées dans le pays, dans la ville, donc les PME notamment, s'étaient beaucoup endettées pour investir dans cette bulle auprès du secteur bancaire et informel, du secteur bancaire formel et informel. Donc ça a posé un problème lorsque les prix de l'immobilier ont commencé à baisser, c'est que les PME qui s'étaient endettées auprès du secteur bancaire se sont retrouvées à ne plus pouvoir rembourser leurs prêts. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, on considère qu'il y a 50% des PME de Wenzhou, de la ville de Wenzhou, qui ont fait faillite. Donc peut-être que ce qui s'est passé à Wenzhou pourrait se répercuter à l'échelle de la Chine, parce qu'on a les mêmes difficultés au final. Donc ça, ce serait le premier danger à venir, donc l'éclatement de la bulle, qui engendrera une crise de surendettement. Et le deuxième danger, ce serait un risque du débouclage du carry trade. C'est que les capitaux étrangers qui rentrent dans le pays, donc sous la forme de capitaux spéculatifs, pourraient partir aussi rapidement qu'ils ne sont rentrés dans le pays. Et on pourrait s'interroger sur si les réserves de change de la Chine sont suffisantes pour protéger le pays. C'est qu'aujourd'hui, la Chine bénéficie des réserves de change les plus importantes au monde, c'est que la Chine bénéficie de 3 000 milliards de dollars de réserves. Donc on se dit que peut-être que lorsque le débouclage du carry trade se fera, et là, c'est ce qu'on commence à craindre parce qu'on a certains capitaux étrangers qui commencent à quitter le pays, qui commencent à se dire que ça sent le roussi. Et on se dit peut-être que les réserves de change peuvent être suffisantes. Mais comme je vous le disais précédemment, c'est extrêmement compliqué de calculer les flux de haute monnaie qui sont rentrés dans le pays et qui peuvent en sortir aussi rapidement qu'ils en sont rentrés. Donc on n'est même pas forcément certain que ces 3 000 milliards de réserves de change pourraient être suffisantes pour faire face finalement à l'éclatement de cette bulle et à tous les problèmes de surendettement qui seraient engendrés. Donc finalement, juste pour finir avec ça, je voudrais vous dire qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'interroger sur les difficultés rencontrées par la Chine actuellement.
c'est qu'on parle souvent de l'essor de la Chine, enfin, sur la grande puissance émergente montante, mais c'est qu'aujourd'hui on a des difficultés majeures au sein de l'économie qui risquent de poser de problèmes vraiment sur le très très court terme, et ces difficultés vont forcément avoir des répercussions sur les pays développés, du fait de l'interconnexion qu'on a nouée avec la Chine qui aujourd'hui représente 30% de la croissance mondiale entre 2010 et 2011. Donc une récession chinoise engendrerait des grosses difficultés au niveau mondial. Donc d'où la nécessité de s'interroger, et finalement l'analyse marxiste m'a semblé finalement assez pertinente pour mieux comprendre ce qui pouvait se passer là-bas en ce moment. Merci infiniment pour le respect du temps et la clarté de